Mesdames et messieurs, nous allons devoir commencer la séance de ce matin consacrée à la présentation de l'ouvrage du professeur Alassane Kanté. Messieurs les doyens, monsieur le directeur de cabinet du ministre, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, un moment ne peut être plus solennel que celui consacré à la présentation de l'ouvrage d'un collègue. De surcroît, lorsqu'il s'agit d'un collègue qui enseigne dans votre faculté. Le professeur Alassane Kanté, que je n'ai pas besoin de présenter, mais le doyen Kandji, mon cher grand frère, s'attache là à le faire, est un des nôtres, un des plus brillants et un des collègues qui s'investissent dans la vie de l'institution. Il me plaît par conséquent de pouvoir en votre nom dire tout le bien que nous avons de lui consacrer quelques moments de notre temps ce matin pour entendre, outre la présentation de l'ouvrage, eh bien, entendre quelques mots de ce que ceux qui le connaissent bien disent ou diront de lui. Je ne voudrais pas aller au fond des choses sans au préalable m'avancer, mais je dis m'avancer puisque le professeur Isaac Yankombanya, préfacier de l'ouvrage, reviendra très largement sur le contenu de l'ouvrage en disant les mots que chacun d'entre vous attend d'un spécialiste, puisque le professeur Ndiaye, le doyen Isaac Ndiaye, est aussi un des spécialistes du droit social qu'il a enseigné et qu'il continue d'enseigner. Je voudrais pour ma part m'attacher à quelques aspects que m'inspire cet ouvrage de droit social du professeur Alassane Kanté, en présentant les caractères et un peu les sources. Je dis un peu les sources puisque le doyen Isaac Yankombanya reviendra très largement sur le sujet. Alors lorsqu'on parle de droit social, et là c'est un historien qui s'aventure, le terme renvoie à un terme générique regroupant l'ensemble des règles applicables en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale. Le droit du travail lui-même peut se définir comme l'ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs et ceux qui sont sous l'autorité moyennant une rémunération qu'on appelle le salaire. La relation contractuelle étant largement favorable à l'employeur, le but du droit du travail est de rétablir l'équilibre entre le salarié et l'employeur, ce qui fait appel généralement à la notion de droit public. Mais je pense qu'aujourd'hui, un peu partout, le droit du travail est quelque peu maltraité par les développements qui accompagnent les changements de structure économique, au point que la relation employeur-employé se trouve malmenée par les règles qu'on met en place, et certainement le doyen du moins Ndiaye y reviendra. Ainsi, le droit du travail règle à la fois les aspects individuels du travail né du contrat de travail, c'est-à-dire la formation du contrat,
la rémunération, les conditions de travail, le licenciement, etc., mais aussi les aspects collectifs du travail, à savoir le droit syndical, les institutions représentatives du personnel, le droit à la négociation. C'est une matière interdisciplinaire, ce qui en fait une matière certainement spécialisée. Matière interdisciplinaire faisant appel au code civil, en ce qui concerne le droit français, c'est-à-dire le contrat du travail lui-même, au code pénal en ce qui concerne les sanctions, et d'une certaine manière au droit public en ce qui concerne l'inspection du travail. Le droit de la sécurité sociale, quant à lui, a pour objectif de garantir l'individu ou le ménage contre les risques sociaux qui peuvent être d'origine professionnelle ou non, mais qui soient propres à altérer son revenu en portant atteinte à sa capacité de travail. Des risques sociaux propres aussi à empêcher sa capacité de travail de s'exprimer, à entraîner des dépenses à la charge de l'individu ou du ménage. Mais généralement, la distinction entre droit du travail et droit de la sécurité sociale n'apparaît pas assez nettement si on en juge par la plupart des manuels qu'on a, parce que en France, par exemple, la réglementation du chômage qui postule une protection sociale relève du droit du travail et non de la sécurité sociale. Quant aux sources du droit du travail, du droit social, et c'est là que je vais me limiter dans mon propos liminaire, il y a des sources internationales, dont particulièrement les conventions de l'OIT, il y a les sources communautaires, mais il y a également, et c'est le troisième aspect tenant aux sources, les sources nationales. Alors les sources nationales, elles sont d'origine étatique. Vous avez la Constitution, les lois, les règlements, la jurisprudence. Mais nous avons également les sources professionnelles parce qu'il y a les conventions ou les accords collectifs. Mais dans certains pays, il y a l'usage également qui tient lieu de sources. Je ne sais pas ce qu'il en est du Sénégal, le doyen Isaac Yankoba Ndiaye reviendra certainement là-dessus. Voilà autour de quoi nous sommes réunis ce matin. Et pour en parler, naturellement, la parole sera donnée au spécialiste, le doyen Isaac Yankoba Ndiaye. Mais je ne voudrais pas d'emblée lui passer la parole sans, au préalable, écouter les personnalités qui sont autour de la table, le doyen Kandji, naturellement le doyen Isaac Yankoba Ndiaye, mais au préalable, ce sera à monsieur l'administrateur de l'Harmattan de prendre la parole pour nous dire un mot de l'accompagnement qu'il assure à nos collègues dans... et de nationalité sénégalaise, marié, père de 3 enfants. Il est aujourd'hui maître de conférence de droit privé à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. Sa brillante carrière universitaire a été sanctionnée par l'obtention de plusieurs diplômes universitaires. Licence droit privé, maîtrise droit privé, diplôme d'études approfondies, DA d'études approfondies, d'enseignement du droit privé. Et il a été recruté à l'université Cheikh Anta Diop, naturellement, comme assistant stagiaire. Et depuis lors, il a suivi une carrière tout à fait régulière. Titularisation, soutenance de thèse de doctorat d'État en droit privé sur un sujet capital, l'ordre public économique dans un pays en développement, l'exemple du Sénégal, qu'il a obtenu avec la mention très honorable, très bien, avec les félicitations du jury. Inscrit naturellement sur les différentes listes d'aptitude du CAMES, l'AFMAN, il a été également autorisé à diriger des thèses
en sa qualité de maître de conférence du droit privé. Voilà, brossé à grands traits, les axes principaux de la carrière académique de ce brillant enseignant-chercheur qui, de surcroît, est un homme très, très, très courtois, en particulier à l'endroit des aînés. Et je voudrais aujourd'hui lui rendre un hommage appuyé pour cela. C'est cela qu'il nous faut, des gens qui maîtrisent leur discipline, qui sont compétents dans tous les domaines, mais qui, pour autant, n'en perdent pas les valeurs fondamentales de respect des aînés. Il a également publié plusieurs travaux de recherche. Je m'en vais maintenant dire quelques mots sur le livre. Droit social sénégalais, droit du travail, droit de la protection sociale comme sous-titre, est un document de référence très très utile, surtout à l'endroit des profanes comme moi. Je ne suis pas juriste, moi. Je suis littéraire, angliciste de formation, et j'ai un peu abordé le droit sous un angle comparatif et peut-être historique, à partir curieusement du droit anglais. Parce que c'est très tôt que je suis allé en Angleterre étudier dans les universités, et très jeune, je me plaisais à comparer un peu les réalités sociales du moment, les réalités juridiques, les réalités institutionnelles. Pour en revenir à ce livre, on peut facilement accéder à l'information, parce que le livre, même du point de vue de sa structuration, du plan, permet d'entrer et d'extraire en si peu de temps les éléments fondamentaux dont on a besoin, y compris évidemment l'index qui est très très bien renseigné, un index alphabétique, qui est un précieux instrument pour accéder très rapidement à des informations. Et sous ce regard, sous ce rapport, je recommande particulièrement ce livre. Je parlais de l'histoire du droit et du droit comparé, et du droit comparatif, je ne sais pas comment les spécialistes les appellent, mais je suppose qu'il doit y avoir dans cette faculté un cours d'histoire du droit et de droit comparatif, quelle que soit l'appellation. La mise en perspective de l'étude est très intéressante parce que l'étude s'ouvre par une ouverture historique qui permet de comprendre beaucoup de choses. Quand moi je lisais les livres, parfois je disais « Ah, pourquoi il n'a pas élaboré tel élément du point de vue de son historicité ?» Mais finalement, je me suis rendu compte que ce qu'il voulait faire, ce n'était pas en réalité l'histoire du droit, qui a été un problème réglé dès l'entame de la thèse, mais donner des précisions, des points précis sur ce qu'il appelle droit social, droit du travail, droit de la protection sociale. Le volet protection sociale a particulièrement retenu mon attention. Le dialogue social, tout le monde sait qu'on en parle de plus en plus dans notre pays. La protection sociale, le service médical du travail et les services médicaux en général. Moi, je pense au PMI que j'ai connu dans mon enfance, protection maternelle infantile, qui était d'obédience coloniale et qui avait plusieurs finalités. Attirer les mamans par des allocations familiales qu'on leur donnait. Moi, j'entendais les mamans de notre maison dire « Ah, jotaguma sama familial, j'allais prendre », donc il y avait une somme qu'on leur versait, mais c'était la ruse en fait derrière, parce que c'était pour les attirer, pour les amener à regarder les bébés de plus près, ce que peut-être les mamans n'auraient pas fait spontanément. C'était les concours des bébés les plus beaux de l'année, que je vois d'ailleurs maintenant à la RT sous une forme plus ou moins déguisée. C'est-à-dire, on donnait des prix au moment, ça permettait également aux soignants d'avoir un regard médical sur l'enfant qui venait prendre un prix ou qui venait en compétition. Je parlais aussi du droit comparatif. Je disais que l'Angleterre que je connais mieux n'a pas de constitution écrite. Et je me suis souvent posé quel serait l'état de notre pays si on n'avait pas de constitution écrite. Qu'est-ce que cela aurait donné? Que serait le Sénégal sans une constitution écrite? Puisqu'avec une constitution écrite, il y a déjà beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup de problèmes qui sont posés. Le droit social anglais a beaucoup de points avec le droit social sénégalais qui est ici
évoqués, ils sont adossés à la coutume. La coutume est fondamentale dans le droit anglais, y compris le droit constitutionnel. Quand vous regardez la Chambre des Lords, la Chambre des communes, le Parlement, la façon dont les députés sont élus, tout cela est quelque part adossé à une coutume, puisque l'Angleterre est avant tout un pays de coutume, comme le Sénégal aussi. Alors, moi je me souviens que quand j'étais étudiant, je prenais une route pour aller à l'université, et un jour j'arrive, je trouve que la route est barrée. Tout le monde compte. Je dis, mais pourquoi cette route est barrée? On me dit, cette route-là, elle est d'utilité publique, mais elle est privée. Et son propriétaire tient chaque année à dire, choisir un jour pour barrer là, pour marquer l'appartenance, en tout cas son droit de propriété sur la route. Donc il y a là une sorte de connivence, de télescopage entre le public et le privé, private property. Alors, je me souviens aussi que j'ai vu des gens qui n'avaient pas de maison, qui trouvent une maison vide, qui squattent la maison. Et on ne pouvait pas les sortir. Pourquoi? Ça s'appelle squatting en anglais, et c'est des squatteuses, mais ils sont protégés. Ces personnes-là sont protégées, parce qu'on dit que si vous pouvez démontrer que le propriétaire de cette maison vide a une autre maison, vous avez le droit de rester et vous êtes protégé donc par la loi. Je ne parlerai pas de ce qu'on appelle le DOLE, D-O-L-E, qui est une pension de chômage qui participe de la sécurité sociale et auquel tout le monde a droit, avec les effets pervers. Des gens qui préfèrent vivre du DOLE plutôt que d'aller chercher du travail. Parce que quand vous avez le DOLE, vous arrivez à régler des problèmes fondamentaux. Ce qu'on appelle les OAPs, les Old Age Pension. Ici, si on ne travaille pas, on n'a pas droit à une pension de retraite. Mais là-bas, une pension de vieillesse. Au fond, toute personne peut avoir droit à une pension de vieillesse. Mais dans notre système, quand on n'a pas travaillé, peut-être vous allez nous éclairer sur ce débat-là, on n'a pas droit à une pension. Là-bas, à 65 ans, toute personne a droit à une pension de retraite qu'on appelle Old Age Pension. Plus d'autres éléments, tels que par exemple des réductions dans le train, je pense que c'est des schémas qui sont presque sains. Et quand vous allez au restaurant, vous avez des réductions, donc énormément de choses qui mettent la personne du troisième âge. Voilà, donc ça c'est aussi quelque part quelque chose qui participe du droit social des personnes âgées. Le droit à la pension d'ancienneté. L'auteur, le professeur, vous traitez de cette question à la page 287, et moi, ça m'a donné à réfléchir, parce qu'ici, on plafonne ça à 30 ans de cotisation. Moi, quand j'allais à la retraite à l'UQAD, j'avais fait 40 ans, mais les 10 années, c'est out. Mais pourquoi ça? Je ne comprends pas. C'est peut-être quelque part, quelqu'un disait que tout État est quelque part un brigand et vous prend des choses auxquelles vous... Mais peut-être que les justes vont nous éclairer sur les raisons pour lesquelles cette problématique n'a pas été réglée. Vous cotisez 50 ans, on vous plafonne à 30 ans. Ce qui a un impact assez pervers sur votre pension de retraite. Les délégués du personnel aussi, bon ça, vous l'avez très bien traité à la page 193, vous l'avez traité d'un point de vue normatif, mais ça demande aussi, je fais des commentaires, les délégués du personnel sont surprotégés, parfois au détriment de l'employeur. Moi j'ai été directeur d'une structure nationale, indépendamment de l'université, mais je me rends compte que cette surprotection a des effets induits assez pervers, parce qu'il y en a qui ont tendance à abuser un peu de statut. Bon, il y a beaucoup d'autres points que j'aurais pu soulever, mais je vais m'en limiter à ça. Vous félicitez, monsieur le professeur, pour ce travail magnifique que vous mettez à la disposition non seulement des juristes, mais de toutes les personnes qui sont intéressées par le droit. Et comme on sait, nul n'est censé ignorer la loi. Félicitez aussi votre préfacier. Je vois parfois des préfaces qui sont kilométriques, qui font des chapitres. Or, la finalité d'une préface, ce n'est pas une reprise, une extenso des fondamentaux du travail, mais c'est un cadrage assez succinct, c'est ça une préface. Et monsieur le professeur, qui est aussi, comme le disait le directeur de l'Harmattan, le docteur Diallo, est pratiquement un préfacier professionnel de tous les ouvrages de droit
publié par l'Harmattan, mérite aussi d'être félicité pour son accompagnement aux jeunes chercheurs, dont le professeur Kanté et à d'autres. Je voudrais m'en limiter à ça et vous remercier. Merci beaucoup, monsieur le professeur doyen Kandji. Alors, je voudrais vous remercier d'être venu. Je crois que pour beaucoup, lorsqu'on décroche, comme on dit, eh bien, on décroche carrément. Mais un universitaire reste toujours un universitaire. Il n'y a pas de retraite, même si sur le plan administratif, vous l'êtes. Mais on n'est jamais déconnecté de l'université et vous le montrez assez aisément par ce que vous continuez de faire au service de la communauté que nous formons. Alors la présentation d'un ouvrage donne lieu aussi à débat. Débat entre l'auteur et les présentateurs, s'il y en a au pluriel. Ça donne lieu aussi à un certain nombre de questionnements liés au sujet abordé. Alors, le préfacier, j'aimais toujours dire aux étudiants, lorsqu'ils ont un directeur de thèse, que le directeur de thèse n'est pas co-auteur. Alors, cela vaut également pour le préfacier, sans doute, qui ne dit pas tout dans la préface, puisque vous l'avez dit, il s'agit d'un cadrage conceptuel et en se limitant à l'essentiel de ce qu'il convient à la matière de dire. Mais peut-être que l'occasion est donnée aujourd'hui de prolonger le débat et de ponctuer vos propos, car vous dites « je suis littéraire », mais je crois que le socle de la formation, c'est cela. Hein. Il faut avoir une bonne formation littéraire. Mon professeur de mathématiques me disait que si vous ne comprenez rien au français, encore moins aux langues, vous ne pouvez pas faire les mathématiques. Je ne sais pas si... En tout cas, moi, je n'ai jamais aimé les mathématiques. Et quand arrive le cours de mathématiques, c'est comme si j'avais toute la matinée et d'une certaine manière, ça me rebutait. Mais ici, nous ne sommes pas pour parler de nos parcours. Nous allons parler de l'ouvrage du professeur Boubacar Kanté. La vice-présidente va se fâcher. Je suis hanté par la cérémonie de l'autre jour. Non, mais il faudra m'en excuser. Et je crois que c'est pas que je... Mais bon, c'est aussi d'une certaine manière une sorte de compliment. De compliment. Alors, je voudrais passer la parole à M. le doyen Isaac Yankombaniaï, le préfacier de cet ouvrage, qui va, dans une certaine mesure, revenir sur l'ouvrage et parler de l'essentiel de ce que cet ouvrage peut inspirer. Ça inspire, le professeur Kandji l'a dit, aux non-spécialistes, mais je crois qu'aux spécialistes qu'il est, il a sans doute des choses à en dire davantage. Monsieur le doyen, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le doyen. Monsieur le doyen, je voudrais, avec votre permission, revenir sur les propos fort aimables prononcés par le doyen honoraire Kandji. Mais c'est familier chez lui, il m'a toujours soutenu, mis sous son aile. Il y a déjà 18 ans, quand je commençais mes premiers pas dans les charges des canals, lors de nos conseils restreints ou au niveau de l'assemblée de l'université. Doyen Kandji, merci pour ces propos aimables qui me vont droit au cœur. Monsieur le doyen honoraire, monsieur l'administrateur de l'Harmattan, monsieur le professeur Alassane Kanté, monsieur le directeur de cabinet représentant le ministre de la Justice, garde des Sceaux, mesdames, messieurs, chers invités, il est convenu, l'usage est convenu dans ce genre d'exercice de me confiner exclusivement sur l'œuvre
et non sur l'auteur. Mais je vais prendre une certaine liberté pour au moins deux principales raisons. D'abord parce que je ne crois pas qu'il y ait un cloison étanche entre l'auteur et l'œuvre, celle-ci traduisant celui-là et celui-là étant le reflet de celle-là. Ensuite, et c'est la seconde raison, c'est parce que il me semble qu'il va falloir que je fasse quelques réminiscences d'il y a 20 ans, en rappelant quelques anecdotes au sens d'histoire présente qui égaye le temps d'un instant. Comment le doyen Ndiaw Diouf, le professeur Vincent Euzé et moi-même avons installé, si j'ose dire, le professeur Alassane Kanté à la Cité internationale, je crois que c'était à Lucien Paye, lors de son premier voyage d'études, et comment le lendemain, on est revenu le chercher pour l'orienter vers Cujas, la fameuse bibliothèque qu'il connaît maintenant mieux que nous, parce qu'il en connaît les coins, les contours les plus reculés. Ce sont ces deux principales raisons qui font que je me dois de revenir sur l'auteur pour traduire qu'entre lui et moi, il y a une histoire qui date de longtemps, ponctuée de relations dynamiques, consolidées et renforcées, qui traduisent toute l'estime qu'il a à mon endroit et que je lui rends bien, mais aussi rappeler qu'il a toujours essayé de m'associer à tout ce qu'il faisait sur sa thèse, l'ordre public, même s'il m'arrive bien souvent, je le concède, de jouer un rôle de troublion, parce que je ne le rate jamais quand l'occasion se présente scientifiquement. Mais je voudrais le rassurer ici, je ne vais pas décliner toutes les péripéties qui nous ont liés pendant ces premiers séjours en France. Je me contente tout juste de cela pour dire ô combien j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir presté à faire la préface de son ouvrage qui m'a séduit à plusieurs titres. Mais tout cela, pour le moment, n'est qu'une inclinaison subjective et affective fort éloignée de ce qui devrait être mon propos, c'est-à-dire retrouver ma neutralité académique pour apprécier le contenu de ce qu'il a fait, même si, a priori, je peux considérer que c'est un travail excellent. Mais nous, les juristes, nous avons l'art toujours de jeter des fleurs avec des épines. Et je l'ai fait dans ma préface, même si c'est passé presque inaperçu. Je voudrais a priori dire que l'ouvrage d'Alassane Kanté est un ouvrage d'une remarquable luminosité. Il suffit à ce propos de regarder le périmètre abyssal de ses réflexions, de son étude, de ses investigations et peut-être de son expérimentation. Il a pratiquement touché tous les axes que l'on attend d'un ouvrage de droit social. Et à ce titre, on peut dire que son ouvrage peut emprunter une facture pionnière. Certes, il y a eu les ouvrages de notre maître à tous, Joseph Issa Saïd, le droit du travail sénégalais, la sécurité sociale au Sénégal. Il y a eu d'autres ouvrages d'un de mes doctorants sur le droit du travail sénégalais, récemment, Joël Fomendo. Il y a eu l'ouvrage de Babacar Diakhaté sur le contrôle des licenciements pour motifs économiques. Et il y a tous les opuscules qui ont été publiés par les praticiens, les directeurs de ressources humaines, les inspecteurs du travail et d'autres encore. C'est pas exhaustif. Mais ce qui est nouveau chez Alassane Kanté, c'est qu'il a voulu parler de tout à la fois dans un seul et unique volume. Et en cela, il joue un rôle de pionnier. Alassane Kanté nous parle du droit du travail, du droit de la sécurité sociale, tellement large qu'on était obligé de l'éclater, et en plus de la prévoyance sociale. Droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit de la prévoyance sociale. Et il le fait avec tellement de talent, dans l'explication, dans la concision, dans la simplicité, mettant ainsi le droit à la portée de tous, en tout cas à la portée du plus grand nombre. Que n'a-t-il pas dit dans son ouvrage? Comment on accède à l'emploi? Salarié, contrat de travail, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Comment se déroule l'emploi, l'exécution du travail, le temps,
la rémunération, les obligations à la charge de l'employeur et son pouvoir exorbitant avec un triptyque, pouvoir réglementaire, disciplinaire et pouvoir d'organisation et de gestion. Mais Alassane Kanté ne s'est pas arrêté là. Il a envisagé les rapports collectifs de travail, la négociation collective et ce qui est nouveau comme mode, j'ose dire, le dialogue social. Il a aussi envisagé les conflits collectifs, la grève. Il ne s'est pas arrêté là, il a envisagé la représentation collective, les syndicats et tout ce que la protection des salariés au niveau de l'entreprise, les délégués du personnel. Alassane, je peux l'appeler ainsi, de façon affectueuse et aller beaucoup plus loin. Il a envisagé la protection des salariés après leur activité, la retraite, aussi bien au plan privé qu'au plan public, la retraite des fonctionnaires. Il est encore allé beaucoup plus loin parce qu'il a même envisagé ce qu'on appelle affectueusement le troisième âge, la protection du troisième âge et la protection de ceux qui sont beaucoup plus turbulents, la protection des étudiants. Il a réellement envisager l'ensemble des questions que l'on peut retrouver dans le droit du travail, dans le droit de la protection sociale. Ne serait-ce que pour cela, je persiste à croire et j'assume qu'il a fait une œuvre utile parce qu'il met le droit à la portée de tous. Or, l'accessibilité au droit est un élément de l'intelligibilité et cette intelligibilité est un élément fondamental dans un état de droit. Il ne sert à rien d'avoir des textes si la majorité de ceux à qui il est destiné ne faut pas comprendre ce que l'on dit. Il y a là un ensemble de faits qui me poussent et qui me convainquent que Alassane Kanté a encore fait œuvre utile et œuvre d'intérêt général. Mais parce qu'il y a toujours un mais, tout ce que je viens de dire est subjectif. C'est une inclinaison subjective et affectueuse que j'ai eue parce qu'il s'agit de belles qualités qu'il a développées là. Si je veux être objectif, il y a plusieurs points chez moi qui méritent d'être discutés parce qu'ils ont tendance à affecter la qualité de son ouvrage. Pour quelqu'un qui connaît Alassane Kanté, ça peut être quelques envers et c'est justement sur ces envers que je voudrais maintenant axer vos propos. Après l'avoir encensé objectivement, il a dans son travail l'essentiel de ce qu'on voudrait savoir en droit du travail et de la sécurité sociale. Mais il faut se rassurer parce que je ne vais pas aller jusqu'au fond des choses. Je vais simplement choisir 3 exemples pour montrer en quoi un lecteur peut se dire qu'il n'est pas totalement satisfait parce que ça aurait pu aller mieux. Je prends 3 exemples. Le premier exemple, c'est la brièveté des développements qui sont faits sur des points fondamentaux du droit du travail. Sur la protection des salariés en raison de leurs fonctions, les délégués du personnel. Alassane Kanté a envisagé l'étude de la protection des délégués du personnel. Tout le monde sait, le doyen Kandji l'a rappelé, comme moi je le pense maintenant, mais je ne le pensais pas il y a 25 ans, quand j'étais enseignant en droit du travail, qu'ils sont surprotégés. Que l'heure est à la question de revenir sinon à cette protection qui est exorbitante du droit commun. Mais ce que je reproche surtout dans cet aperçu sur la protection des délégués du personnel, la loi dit pour les licenciés, il faut une autorisation. S'il n'y a pas d'autorisation, le licenciement est nul. Mais les juges sont allés plus loin. Ils disent non seulement vous ne pouvez pas les licencier si vous n'avez pas d'autorisation, mais même si vous demandez au juge judiciaire de rompre le contrat, ce n'est pas possible. La loi n'a jamais dit ça. En tant qu'universitaire, j'attendais que Alassane Kanté nous dise cette solution jurisprudentielle, elle est contestable ou elle est légitime. La loi a dit ça, le juge va au-delà et c'est devenu du droit positif. En France, c'est en 1974 dans les arrêts Palier, au Sénégal, c'est en 1982 dans les arrêts Biscuiterie de Bidé, etc. La Cour suprême, comme la Cour de cassation française, ont estimé que la protection des délégués du personnel est une protection exorbitante qui exclut naturellement toute autre mode de rupture, alors que la loi n'a jamais dit ça. Avec l'âge que j'ai maintenant, comme dirait l'autre, je me permets moi de poser des questions provocatrices là. Alassane n'a pas abordé ce problème, il n'y a pas donc, comme il ne l'a pas abordé, il n'y a pas répondu.
Je crois que pour un universitaire, quand on parle de droit du travail, il y a des actualités qu'on ne peut pas occulter. Je crois, moi, qu'il aurait fallu au moins nous dire ce qu'il en pense. Ça, c'est le premier. Mais c'est toujours sur la brièveté des développements. Parce que si je consulte l'ouvrage, délégué du personnel, un monument du droit du travail, c'est 3 phrases. 3 phrases. Délégué du personnel. 3 phrases. Pour quelqu'un qui dit, le délégué du personnel, c'est la représentation du personnel au sein de l'entreprise. C'est l'interlocuteur privilégié des salariés vis-à-vis de l'employeur. Je fais un ouvrage, je dis que c'est fondamental, mais c'est beau fondamental, mais je ne le consacre que 3 phrases. Brièveté du propos. Second aspect. Toujours sur la protection sociale de certaines catégories de travailleurs. Je suis à l'aise pour en parler parce que ça me rappelle de mauvais souvenirs. On m'avait donné au concours d'agrégation les salariés protégés. Je n'avais vu que le délégué du personnel. Alassane a eu la clairvoyance de savoir qu'au-delà des délégués du personnel, il y a d'autres catégories de travailleurs qui ont été protégés. Même si c'est avec le recul, c'est parce qu'après tout le monde en parle. Jacob avait salarié protégé, bon, c'est maintenant que c'est pas seulement délégué, il y a autre chose là. Mais dans son intitulé protection justifiée par l'état de santé, j'ai un tic. Pour Alassane, on a l'impression qu'être enceinte est une maladie. État de santé, protection. Non, on protège une femme en état de grossesse parce qu'elle est en congé de maternité, mais c'est pas une maladie. D'autant plus que je sais qu'il le sait pertinemment. Comme il a été européen, il sait ce que c'est. Alors, quand on intitule protection justifiée par l'état de santé et on y inclut la femme en congé de maternité, on fait dire que la femme est malade. Elle n'est pas malade. C'est un état naturel qu'il connaît très bien. C'est pour dire qu'il y a un décalage entre l'intitulé et cette partie-là. Mais là aussi, je suis resté sur ma faim. Parce qu'après avoir dit, voilà les catégories de salariés protégés en plus des délégués du personnel, il ajoute un NB, nota bene, voilà les 3 principales catégories en une phrase. En NB encore, c'est-à-dire presque en note de bas de page. Il vise les retraités, les 3e âge, les étudiants, les... Là, pour un universitaire, il faut aller au-delà de ça, là. C'est toujours sur le premier greffe. Alors, autre grief, c'est sur le droit de grève. Le droit de grève qui, pour certains doctrinaires dans la salle, est malmené. Parce que maintenant, il faut tenir compte de l'intérêt de l'entreprise. Article 25 de la Constitution, je crois. Alassane, page 95, 2 phrases. Le droit de grève suspend le contrat de travail. Il peut être illicite, il peut être illicite. Point final. Terminé. Alors, moi qui suis un doctrinaire là, je veux savoir ce que dit mon professeur Alassane, et quel est son point de vue sur la Constitution par rapport au droit de grève là. Oui, c'est dit, mais c'est dit de façon tellement évasive et allusive qu'on a l'impression que ce n'est pas un point de vue, c'est tout juste en passant. Ça, ce sont la brièveté des propos pour un universitaire qui ne s'explique pas. Le deuxième grief, c'est ce que j'appelle les omissions. Le professeur Alassane Kanté nous a décrit succinctement qu'il y a au sein de l'entreprise un pouvoir qu'on appelle grossièrement le pouvoir patronal d'organisation et de gestion, réglementaire, disciplinaire. Mais dans l'actualité contemporaine du droit du travail, on se pose la question de savoir jusqu'où il va ce pouvoir-là de l'employeur. Quelles sont ses limites? Alassane n'en parle pas. Est-ce qu'un employeur peut interdire à un salarié de se marier? Liberté matrimoniale et droit du travail? Alassane n'en parle pas. Est-ce que l'employeur peut interdire à un salarié de s'exprimer, droit d'expression, qui est dans le code du travail? Alassane n'en parle pas. Or, il s'agit là d'un aspect fondamental, parce qu'il s'agit de concilier la subordination juridique du salarié par rapport à son employeur. Est-ce que lorsqu'on est salarié, on perd tout? Ou bien est-ce qu'on reste toujours citoyen, avec la liberté de se prononcer? Est-ce qu'on peut se marier avec qui on veut? Ou est-ce qu'il y a ce qu'on appelle communément les entreprises de tendance, dans lesquelles l'employeur peut, selon certaines circonstances, interdire que Y puisse se marier avec Z, parce que ça irait contre l'idéologie défendue, la philosophie de l'entreprise là? On ne voit pas, on a l'impression au Sénégal, tout va. Or, il y a eu des décisions rendues par le tribunal du travail de Kaolack où on a interdit à un homme à une dame qui était mariée, qui a divorcé, qui a voulu se remarier, l'Église a dit, moi je vous renvoie parce que
vous n'avez pas respecté la théorie et la philosophie de l'Église là. Mais ça, ce sont des décisions qu'il faut mettre à la portée des gens pour qu'ils puissent en discuter. On porte atteinte à la liberté matrimoniale fondamentale et on n'en parle pas. L'ouvrage qui est censé apporter des éclairages n'en parle pas du tout. J'aurais voulu que le professeur Alassane Kanté mette l'accent aussi sur ça. Ensuite, pour parler rapidement, licenciement pour motif économique qu'on a fondamentalement allégé au Sénégal. On a à la limite maintenu, mais ça c'est un pis-aller, la priorité de réembauchage. Alassane en parle, mais ne dit pas quand, combien de temps ça dure. Et quelle est la sanction lorsqu'on ne respecte pas priorité d'embauchage. Vous êtes licencié pour motif économique, la loi dit, vous avez 2 ans. Ou lorsque l'employeur redevient à meilleure fortune, vous avez la priorité pour être recruté, pour 2 ans. Mais supposons qu'il y ait 2 ans, l'employeur dit, il y a 2 ans, vous remplissez, moi je ne vous prends pas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait? J'aurais voulu qu'Alassane nous dise qu'est-ce qu'on fait là, lorsqu'on viole la priorité d'embauchage. Là aussi, il n'aborde pas. Non seulement il n'aborde pas la sanction en cas de violation, mais il n'aborde pas la durée de la priorité d'embauchage. Je crois que là aussi, il y avait des choses à dire. Et puis, il y a toujours dans cette série de missions, on sait, en lisant l'ouvrage d'Alassane, le contrat peut être rompu à durée déterminée, arrivée du terme, cas de force majeure et accord des parties. À durée indéterminée, licenciement de droit commun, motif pour économique. Même si je ne suis pas totalement d'accord avec ce qui prône, mais il y en a beaucoup maintenant, comme je ne veux pas lutter contre tous. Au Sénégal, il n'y a pas de cause réelle et sérieuse là. On a parlé de motif réel et sérieux dans l'exposé. Mais dans la loi, on dit le motif légitime, pour savoir que le licenciement est légitime ou non. Cause réelle, c'est emprunter au français. Mais comme on a l'habitude d'emprunter au français, empruntons, c'est pas grave. Par contre, après avoir décrit les divers modes de rupture du contrat, contrat à durée déterminée, à durée indéterminée, j'ai beau chercher le motus dissensus, variété de l'accord amiable, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans l'ouvrage là. La rupture à l'amiable, la rupture de départ négocié, qui a eu un temps là, avec le jugement actuel, où on en parlait, d'autant plus qu'Alassane a cité l'ouvrage qu'on a écrit, Moussa Samb et moi, sur l'ajustement structurel et l'emploi, où on parlait comment on utilisait les départs négociés pour contourner les dispositions impératives du Code du travail. Là, les accords de départ à l'amiable, ça existe, et puis il y a une toute petite allusion à ce protocole amiable, article je ne sais plus quoi, parce que comme j'ai des souvenirs qui sont vagues pour avoir abandonné le droit de travail, abandonné entre guillemets le droit de travail depuis longtemps, je sais qu'il y a un article qui parle de protocole amiable, loyalement et librement conclu entre l'employeur, et que ce procédé de rupture-là n'est pas soumis au licenciement pour motif économique. C'est l'occasion de dire. On dit licenciement pour motif économique, compte tenu de la flexibilité qui est à l'ordre du jour, on enlève l'autorisation. Maintenant, l'employeur peut licencier librement. Voilà les règles qu'il faut appliquer, avec des indemnités éventuellement. Et puis on ajoute tout juste à la fin, mais lorsqu'il y a un protocole amiable de rupture, il suffit qu'il y ait un accord libre et loyalement conclu. C'était l'occasion pour vous de dire on contractualise aujourd'hui, alors qu'on ne le faisait pas avant, les rapports de travail, alors que pendant tout le temps, on a estimé qu'entre l'employeur et le salarié, il y avait une inégalité qui justifiait qu'on interdisait même à l'inspecteur du travail d'entériner des accords qui lésaient gravement les intérêts du salarié. Là, on laisse le salarié tout court, il y a des difficultés économiques, l'employeur dit je ne vous licencie pas pour motif économique, on va négocier. La loi dit il suffit qu'il négocie librement et loyalement, et l'accord est fait. C'est-à-dire une sorte de renouveau, de reflux de la contractualisation des rapports de travail. C'était l'occasion d'en parler comme on l'a fait avec l'accord collectif d'établissement, maintenant qui permet à ce qu'un accord d'éclatement puisse venir déroger. Et puis il y a, mais ça j'aurais dû le dire avant, la fameuse omission sur l'ordre public social, ce qu'il est devenu aujourd'hui malmené de tout part, à telle enseigne qu'on se demande s'il existe. Là aussi, Alassane garde le silence le plus absolu. Alors, ce qui m'avait intéressé après avoir lu la totalité de l'ouvrage, j'ai vu que même pour les personnes qui généralement ne font pas l'objet d'une étude systématique quand nous enseignons le droit du travail, Alassane en avait pris soin, c'est les handicapés. Il y a une loi de 2000,
6, je crois, 10 au Sénégal, précédé d'une convention internationale qui tend à promouvoir la personne handicapée dans les diverses manifestations de sa vie, y compris l'accès à l'emploi, ou le maintien dans l'emploi, ou la perte de l'emploi. Mais Alassane invoque le texte, il passe à côté. Parce qu'il aurait pu dire dans le Code du travail, il y a l'article L180 qui prévoit un quota pour les handicapés. Il aurait pu nous dire que dans la fonction publique, lorsqu'on est handicapé ou que lorsque l'handicap survient pendant le moment où on est fonctionnaire, on ne peut pas être muté sans son gré, et quand on demande une mutation, elle est de droit. Et on doit être maintenu dans son emploi ou un emploi équivalent. Comme vous parlez de la fonction publique, c'était l'occasion de dire les handicapés, voilà ce qui est prévu par le Code du travail, même si l'effectivité laisse à désirer. J'en suis convaincu là. Mais vous avez abordé la loi de 2010 sur les handicapés, mais tout juste à titre informatif. Or, moi, j'attends d'un universitaire qu'il m'explique en détail qu'est-ce qu'il pense de ça. C'est effectif, vous ne l'avez pas dit. Et vous n'avez pas souligné le quota qui est obligatoire dans le Code du travail, même si on attend encore le décret d'application. Vous n'avez pas dit que dans la fonction publique, obligatoirement, quand un handicapé demande une mutation, il est prioritaire. Ensuite, une fois que le handicap survient pendant le déroulement de sa carrière, on ne peut pas le licencier, il faut lui trouver un emploi équivalent ou le maintenir dans son emploi. Voilà des aspects, comme vous invoquez vous-même, quelque chose qui n'est jamais traité. C'est l'occasion de nous dire, quand on le traite, voilà les diverses facettes de la protection du handicap par le législateur sénégalais. Mais là aussi, vous avez manqué de trucs là-dessus. Alors, les handicapés bénéficient même d'une aide à l'auto-emploi. C'est-à-dire toute personne handicapée qui remplit les conditions peut bénéficier d'un fonds de soutien pour créer sa propre entreprise. Auto-emploi, PMI ou petite entreprise là. Et c'est prévu dans la loi de l'Afrique. Mais Alassane, là aussi, vous êtes passé très rapidement sur le handicap et vous voilà. Maintenant, il y a... Je vais m'arrêter là. Non, je ne vais pas m'arrêter parce qu'il y a deux petits points. Il faut que je ne sois pas parce qu'il y a un dé là. Quand vous définissez le contrat de travail, vous nous dites contrat de travail, oui, on sait. Il y a 3 critères sur lesquels je ne reviens pas, mais il y en a un qui est fondamental, il y a une subordination. Et ce lien, justement, nous permet bien souvent de distinguer le contrat de ce qu'il n'est pas. Et à juste titre, vous nous dites, un dirigeant social peut cumuler avec son mandat un contrat de travail. Mais encore faudrait-il qu'il s'agisse d'un emploi effectif. C'est prévu par l'acte uniforme ODA, mais comme ODA, moi, ce n'est pas mes préoccupations. Je sais que c'est quelque part dans l'ODA. Et puis, mais il y a une décision de la Cour suprême, 2 décisions de la Cour suprême. Alassane se contente de citer des décisions de la Cour d'appel et une observation de Doudouloy. Or, le professeur Ndiaye Diouf a fait une annotation dans une revue récente qui date de 2013-2014. Or, l'ouvrage est paru en 2018. Je ne trouve pas qu'un universitaire peut justifier un argumentaire par des décisions de cour d'appel, alors qu'au-dessus, il y a 2 ou 3 décisions rendues par la Cour suprême avec les notes de quelqu'un qui n'est pas spécialiste parce qu'il n'a abordé que ce qu'il voulait, la procédure, mais il a annoté quand même la distinction entre le mandat social et le contrat de travail en mettant l'accent sur ce qu'exige l'acte uniforme ODA et ce qui n'était pas le cas parce que la Cour suprême, entre guillemets, s'est grugée, elle est allée dans le mauvais sens. Je partage seulement le point de vue de Doyen Diouf là-dessus, mais ça c'est un autre débat. Mais je reproche à Alassane de me citer 3 ou 4 décisions de la Cour d'appel de 2005, de 2006, de 2008, alors qu'il y a 2 arrêts ou 3 arrêts de la Cour de cassation avec une intervention et des observations pertinentes du professeur Ndiaye Diouf. Alors maintenant, il y a le dernier point. Alors, le dernier point, c'est, disons que c'est le point avec lequel je suis le plus familier. Là. Modification dans la situation juridique de l'employeur, pour plusieurs raisons que certains savent, là. Notamment la Grande Royale là-bas à gauche. Ah. J'ai réfléchi pendant 7 ans sur la succession d'employeurs. Lorsque un employeur succède à un autre, que deviennent les salariés de l'ancien employeur pendant 7 ans. Et lors de cette réflexion qui a trop duré, parce qu'à l'époque la thèse d'État se faisait en 5 ans ou 7 ans maximum, en 89, la loi dit, comme en France, à l'époque, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par vente, fusion, succession, transformation de fonds, les contrats de travail en cours se maintiennent avec le nouvel employeur comme si la modification n'était pas intervenue. C'est clair, c'est net.
Lorsqu'un employeur change, les contrats se maintiennent. Peu importe celui qui dirige, il suffit que l'employeur change, mais les contrats, eux, ils se maintiennent. La loi l'a dit expressément. On dit que ce texte est au service d'une ambition, maintenir l'emploi là où le droit des obligations ne le permet pas. Parce qu'en droit des obligations, le nouvel employeur, c'est un tiers par rapport à l'ancien. Il n'est pas tenu, si on applique le droit commun des obligations, de respecter un contrat qu'il n'a pas conclu. Principe de la relativité des conventions. Pour éviter ce désastre-là, supposons qu'il y ait succession d'employeurs à la CSS ou au port autonome de Dakar et que le nouvel employeur dit « Comme moi j'ai pas signé de contrat avec vous, alors vous perdez tout votre emploi. » Pour éviter ça, de tout temps, le Code du travail dit lorsqu'il y a succession d'employeurs dans la continuité de l'entreprise, le nouvel employeur, qu'il le veuille ou non, il est tenu de respecter les contrats de travail en cours. Alassane en parle. Je disais, moi, dans ma thèse, que c'est un texte au service d'une ambition, maintenir l'emploi là où le droit commun des obligations ne le permet pas. Sur ce point, nous sommes en convergence parfaite et totale. Mais il y a un autre aspect qui m'a heurté après, parce qu'il développe plus tard. Comme moi, je lis tout ce qui est écrit dessus, il dit, je vais citer, « L'employeur sera soumis aux diverses conventions collectives auxquelles appartient l'entreprise. » Ça, c'est inexact. Totalement inexact. Au jour de ma soutenance, il y avait un conflit entre Issa Seck et moi. Issa Seck, c'est mon directeur de thèse, et ses accompagnants. Il y avait Pouillet et Pellissier. Issa Seck disait, la loi n'a pas prévu le maintien des accords collectifs, mais en tant que de besoin, on doit considérer que c'est l'entreprise elle-même qui s'est engagée par rapport aux conventions collectives. Il m'avait dissuadé de l'écrire, je dis c'est pas vrai. L'entreprise, elle n'est pas sujet de droit. N'étant pas sujet de droit, elle ne peut pas conclure des accords collectifs. Donc, le droit sénégalais n'avait pas envisagé quel est le sort réservé aux accords collectifs lorsqu'il y a succession d'employeurs. En droit français, il a fallu l'intervention d'une loi qui modifie l'article L122.12 de l'époque pour en faire aujourd'hui L1224.1 que lorsqu'il y a modification dans la situation juridique des employeurs, le nouvel employeur est tenu de maintenir les accords collectifs pendant 1 an, le temps de conclure d'autres conventions, parce que les Français savent pertinemment qu'une entreprise ne s'engage pas elle-même, parce qu'elle n'a pas le sujet de droit. En droit sénégalais, il n'y a rien. Alassane affirme là, de façon prédatoire, il fait la même erreur qu'il s'essaye de dire que c'est l'entreprise qui est engagée. Une entreprise ne peut pas s'engager. C'est une personne qui s'engage. Or, l'entreprise en tant que telle n'est pas une personne. Donc, en cas de modification dans la situation juridique, tant qu'il n'y a pas un texte de loi qui intervient pour dire que les accords se maintiennent, au Sénégal, il y a un vide et les salariés risquent de perdre les avantages qui découlent d'une convention collective. Parce que là, on n'a pas dit. Les Français en ont tellement conscience qu'ils ont maintenu et confirmé après, dans le nouveau Code du travail, article L1224-1. Alassane écrit, modification juridique, l'employeur sera soumis aux diverses conventions collectives conclues par son prédécesseur. Ça, c'est inexact. Techniquement, ça ne se justifie pas. Voilà, pour ne pas continuer davantage, parce qu'il y en a d'autres, mais ça, on en discute après, parce que je suis habitué avec Alassane à avoir des échanges parfois rugueux et fugaces ou salaces, c'est selon les cas. On se comprend, on verra plus tard là. Il a ses arguments, j'ai les miens. Bon, moi je ne suis pas là pour convaincre, je dis simplement ce que je pense à travers un ouvrage qui m'a plu, qui m'a apporté des éléments d'information. C'est à ce titre que je dis c'est un ouvrage informatif. C'est un ouvrage informatif. Il renseigne à bien des égards sur ce que beaucoup parmi nous ne savaient pas, parce qu'à la fac, on n'apprend pas ça. Nous, on apprend droit du travail, et sécurité sociale, et puis rapidement, on n'entre pas dans les détails là. Grâce à l'ouvrage d'Alassane, aujourd'hui, on peut savoir ce que renferme la protection sociale et ce que sous-entend le droit du travail et celui de la sécurité sociale, mais il faudrait, en plus de l'ouvrage d'Alassane, aller chercher ailleurs des informations pour compléter, parce que l'argumentaire là à l'université, mais on ne peut pas lui faire cette critique pendant longtemps, parce qu'il a dit dès l'abord que son ouvrage est un ouvrage de vulgarisation. C'est pour informer, ça n'est pas une portée académique. Sur ce plan-là, on peut être d'accord avec lui, mais il renferme beaucoup d'avantages. C'est en cela encore je dis que c'est une œuvre utile. C'est une œuvre d'intérêt général, entre guillemets, et je suis persuadé que les praticiens, les étudiants et tous ceux qui s'intéressent au rapport de travail au Sénégal pourront s'en inspirer. Voilà ce que je voulais dire sur cet ouvrage. Encore une fois, je voudrais remercier le professeur Alassane Kanté
d'avoir eu l'amabilité de nous associer à ce talent remarquable lorsqu'il s'agit de synthétiser. Et je termine en disant que si en droit, la synthèse était un art, certainement vous auriez occupé le premier rang, quoique je puisse dire que cette place n'aurait pas été usurpée parce que la synthèse à l'extrême, vous êtes un élément fondamental. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, doyen Isaac Yankobanya. Et vous êtes non seulement un très bon préfacier, mais vous êtes un lecteur avisé. Et vous avez, en disséquant l'ouvrage du professeur, montré que vous êtes en même temps un juriste rigoureux. Vous êtes employé, vous êtes attaché à rentrer dans le détail en faisant ressortir à la fois les omissions et les silences de l'auteur sur un certain nombre d'aspects du droit social qui auraient pu trouver de longs développements dans cet ouvrage. Mais il s'agit d'une première édition, une édition en appel d'autres. Certainement, si le professeur est d'accord, il n'est pas obligé, il peut se limiter à cet ouvrage, mais je crois que dans le domaine qui est le sien, la matière évolue et certainement appellera de sa part des mises à jour qu'une seconde édition nécessiterait. Et pour ma part, je l'encouragerai certainement à s'inspirer de ce que vous venez de dire pour que dans peut-être 2 ans hein, ou 3 ans, non, dans un mois, on ne fait pas une réédition au pied levé. Non, non. Dans 2 ans, je crois qu'un auteur avisé me rétorque que c'est dans 2 ans qu'il faille penser à une seconde édition. Je crois que dans 2 ans, certainement, on aura un débat enrichi de l'apport à la fois doctrinal et jurisprudentiel que le droit social sénégalais a peut-être appelé de la part de notre collègue, que pour ma part aussi, je voudrais remercier à la suite de ce que le professeur Isaac Yankoba Ndiaye a dit. Alors, naturellement, il ne s'agit pas de répliquer, mais il s'agit de vous passer la parole pour... Hein? Ah bon, d'accord. Oui. Que je ne peux pas ne pas prendre. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Ok, ouais, d'accord. Donc, il ne s'agit pas de répliquer à votre préfacier, il s'agit simplement de prendre la parole et de dire aussi ce que le sujet vous a inspiré dans l'élaboration de cet ouvrage. Et naturellement, l'idée que vous faisiez de l'apport que ce document peut avoir par rapport à notre communauté, je crois que cette idée est à partager avec nous. Donc, vous avez la parole pour dire quelques mots. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Ah là, ça ne marche pas. Là. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Et je vous dis tout de suite et vous rassure que je ne vais pas répliquer par rapport aux propos tenus par mon maître, le professeur Isaac Yankoba Ndiaye. Bon, malheureusement, il n'est pas là, il est momentanément absent, mais s'il revient, peut-être j'aurai l'occasion de revenir sur lui pour lui dire toute l'amitié et toute l'estime que j'ai pour le professeur Isaac Yankoba Ndiaye. Alors, vous me permettrez aussi de dire quelques mots à l'endroit de tous ceux qui sont là, au niveau du présidium. D'abord, vous, en tant que mon doyen et ami, vous savez, beaucoup de choses nous lient, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est l'occasion de vous renouveler mon amitié et mon estime. Dire également quelques mots à l'endroit
du doyen Mamadou Kandji. Mamadou Kandji, qui bon, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, et il y a beaucoup de choses qui nous lient. En dehors de l'université, le doyen Mamadou Kandji est un parent. Est un parent à moi, un parent très proche. Le doyen Jacob, qui revient après une absence momentanée, et c'est l'occasion donc de revenir, monsieur le doyen, pour vous renouveler mes sentiments d'amitié et d'estime, et je sais que cela est réciproque. Vous m'avez beaucoup apporté dans ma carrière, et comme vous l'avez souligné, il n'y a pas d'œuvre académique que j'entreprends sans vous y associer, et vous ne m'avez jamais dit non. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que je vous dis, mais Jacob, pourquoi vous ne me disiez et vous ne me répondez jamais par non? Vous me dites, mais c'est parce que vous ne m'avez jamais posé de problème, au fond. Et pour cela, et vraiment, je vous en remercie vivement. Et vous remercie aussi pour la profondeur de votre analyse, parce que tout le monde sait que on ne peut pas faire du droit social sénégalais sans invoquer le doyen Jacob. C'est une référence dans ce domaine. Alors, l'occasion de cette cérémonie, ce n'est pas d'engager un débat, surtout avec un maître. Si bien que donc je me contenterai de prendre acte, mais vous me permettrez seulement de dire une seule chose, si je devais répondre, c'est que dans sa brillante allocution, le doyen Jacob a par moments fait référence au droit français. Et je ne sais pas si l'essentiel de ces arguments sont tirés du droit français, mais je vous dis que je suis en dehors du droit français. Et c'est ça que la réponse que je vais apporter de ce point de vue-là. Totalement alors en dehors du droit français. Sinon, je n'aurais pas écrit ce livre. C'est important. Alors, ceci étant dit donc, après avoir remercié le Présidium, et je m'adresse au public. Je m'adresse au public avec beaucoup d'émotion, parce que je peux mettre un nom sur chaque visage ici présent. Mais puisque la cérémonie est limitée dans le temps, bien entendu, je ne peux pas citer chaque nom. Mais dans mon cœur, sachez que chacun est dans mon cœur. Alors, ceci étant dit, vous me permettrez aussi de remercier les personnes avec qui j'ai effectué ce travail. Il s'agit en l'occurrence de 2 personnes, parce que si je ne cite pas ces 2 personnes-là, je serai ingrat. Et comme tout le monde me connaît, ma famille m'a éduqué et m'a inculqué un certain nombre de valeurs et je n'entends pas déroger à ces valeurs-là. C'est la reconnaissance et la gratitude. Et donc c'est la reconnaissance et la gratitude à l'endroit de ces 2, à savoir M. Youssouf Kébé, ici présent, et mon fils Samuel Diatta, qui m'ont accompagné pour la confection de ce livre, du début à la fin. Et je les félicite et les remercie pour cette œuvre-là. Alors, dans la rubrique de remerciements, je dois dire que, ici, à l'endroit du public, qu'il y a ma mère qui est là devant moi. Et lui dire, Maman Téné Kanté, toute la fierté que j'ai d'être votre enfant. Maman, je suis très fier de vous. Et ça, tout le monde le sait. Il y a aussi mon père qui devait être là. Mais il est d'un certain âge et sa santé ne lui a pas permis d'être là. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé à se faire représenter par Serigne Mohamed Kounte, ici présent, qui est le guide religieux de la famille, qui est un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Serigne Mohamed Kounte qui est parent également au doyen Mamadou Kandji. Et c'est ça qui fait notre lien de famille avec le doyen Mamadou Kandji. Parce que quelque part, je suis de la famille Kounte aussi.
Et je rends hommage à cette famille, et cette famille représente mon père. Alors, abordant la question et l'aspect religieux, et je rends également un hommage à tous mes collègues chrétiens qui se sont déplacés, qui sont venus là, et qui observent en ce moment le carême catholique. Je pense qu'il faut les féliciter et leur rendre hommage. Je pense notamment à Mme Françoise Dieng, qui est une maître à moi, que je salue au passage, et une grande dame que j'apprécie énormément, Mme Françoise Dieng. Je ne sais pas si mon ami le professeur Paul Ngom est là, il avait promis aussi d'être là, et je le salue aussi, le professeur Paul Ngom, même s'il est là, je sais qu'il est de tout cœur avec moi. On ne peut pas aussi ne pas parler des parents. Mon épouse est là, Mme Faguignan. Mon épouse qui m'a soutenu dans ce travail-là. Mais mon épouse n'est pas là seule. Elle est accompagnée par une très grande famille. C'est la famille Faye et Sall de Louga. Je suis très fier d'appartenir par alliance à cette famille. Je vois le visage, je vois Sokhna Sall, Madeleine Sall, Mokhtar Sall, les Atoumane Sall. Finalement, dans cette salle, il n'y a que des Sall et des Faye. Vous savez, on parle d'une famille présidentielle là, Faye Sall, mais moi aussi j'en ai. Et cette famille est là. Voilà. Il y a le côté Faye aussi. Et les Ousmane Yad, les Adja Yad, les Koumba Sall. Vous voyez donc, et la famille Sall, c'est vraiment ma famille, et la famille Faye qui est l'ancêtre Koumba. Et en parlant de la famille Faye, je parle de tous les autres qui n'ont pas le nom Faye et Sall qui sont là. Je pense à Abdou Khadir Boy aussi qui fait partie de la famille. Et beaucoup de gens ne le savaient. Ouais. Et donc cette famille-là, je lui rends hommage parce que je suis fier d'appartenir par alliance à cette famille. Je rends hommage aussi à mes amis qui sont là, et parmi lesquels il y a des amis de 50 ans. Tenez-vous, 50 ans. Et Mamoudou Ibrahim Li, du Baboli, qui est l'inspecteur régional du Trésor, qui devait aller au travail aujourd'hui, mais qui a tout cessé à cause de cette cérémonie. J'ai aussi des amis de 40 ans ici, les Abdallah Diakhaté, que j'aperçois, Abdallah Diakhaté. Des amis de 30 ans, voyez-vous. J'en ai beaucoup. Donc rien qu'à voir ces amis-là, je suis comblé par leur présence. Mes frères et sœurs sont ici présents. Et quand je parle de mes frères et sœurs, je vise en particulier Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame Aïda Sow Diawara. Alors, Madame Aïda Sow Diawara, je vais en dire quelques mots, si vous permettez, monsieur le doyen. Elle est députée vice-présidente à l'Assemblée nationale, maire à Guédiawaye. Donc, au plan institutionnel, ici, dans cette salle, je crois que c'est par elle où il fallait commencer le propos pour la saluer. Mais en plus de cette casquette, c'est que Mme Aïda Sow Diawara a une autre casquette. Je suis l'homonyme de son père, Feu Alassane Sow. Ouais. Et je suis fier d'être l'homonyme de Feu Alassane Sow. Je suis fier d'être l'homonyme de Feu Alassane Sow parce que je suis le premier enfant de mon père et je suis le premier enfant également de ma mère ici présente. Mais mon père n'a pas hésité à me donner le nom du père de Aïda Sow. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de très profond qui nous lie. Et même mieux, Madame Aïda Sow ne m'appelle jamais par mon nom. Elle m'appelle toujours par mon père. Et ça me va droit au cœur. Et quand je parle également de la famille, je jette un coup d'œil, j'aperçois Dr Fili Tunkara. Je ne peux pas ne pas citer cette grande dame. Accompagnée avec une délégation, Madame Boy, et Rama Tunkara, et Abdoulaye Boy. Voyez donc, et toute la famille est grandement représentée dans cette salle. Mais vous savez, on est ici en famille, dans cette faculté-là. Et dans cette famille-là, il y a essentiellement trois composantes. Il y a les enseignants, il y a les étudiants et il y a les PATS.
Et chaque composante est très bien représentée. C'est ainsi que le département de droit privé est représenté ici par mon collègue et ami le professeur Papata Lafal. Papata Lafal que je remercie du fond du cœur parce que cette cérémonie-là, il en a fait sa propre cérémonie. Pendant tout le temps qu'on organisait cette cérémonie, il était donc en première ligne. Je suis très sensible, chers collègues. Merci, je dirais. Je dis merci également aux autres collègues qui sont là, que je vois, le professeur Elhadj Oumar Diop, avec qui nous sommes tout le temps ensemble, accompagnés de notre doyen Elhadj Awadou Baro Diène, qui est un très grand notable ici du pays. Il est de la notabilité Lebou. Ce monsieur qui est là, c'est le frère de la très respectée Adja Aram Diène, qui est tout le temps avec nous, qui nous accompagne et qui nous guide, qui nous conseille. Doyen Amadou Baro Diène, encore une fois, merci. Alors, parmi les collègues, j'en aperçois certains aussi, très discrets. La grande Aminata Cissé Niang. Mais pour Aminata Cissé Niang, je dirais aussi que elle est membre de ma famille quelque part parce qu'elle est de Louga. Et donc, en parlant de la famille du Ndiambour, elle en fait partie. Il y a le professeur Bembassi que j'ai aperçu aussi, je ne peux pas citer. Le professeur Pape Mamoursi qui est un parent que j'aperçois. Il y a aussi Medou Sambou Diop avec qui nous sommes ensemble. Donc vous voyez que, comme on le dit, quand on cite, à force de citer, on risque d'en oublier. Et donc on est obligé de dire qu'on remercie tout le monde parce que du fond du cœur. Oui, Suleiman Gomis, justement, parce que pour Suleiman Gomis, il y a le doyen Kandji qui en a parlé. Et quand le doyen Kandji parle, il parle aussi en mon nom. Parce que comme on dit, lui c'est mon kilifa. Voilà. Et c'est un ami. Voyez-vous. Alors, j'ai voulu suivre effectivement cette liste-là parce que, en suivant cette liste, je risque d'oublier certains et cela va me causer quelques années. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que ma maman a même enfreint le protocole. Mais maman, rassurez-vous, je n'ai pas oublié. Et je vais en parler tout de suite, maman. C'est que dans cette salle, il y a mon beau-frère qui s'est déplacé de Djamnadio à Dakar. C'est M. Ousmane Kone qui est là, accompagné de son épouse, Mami Yassine Koulibaly, accompagné de son épouse. Et vous savez, M. Kone a fait quelque chose de remarquable pour moi. C'est qu'il m'a donné le nom de son enfant qui s'appelle Alassane Kone et qui est là ici présent. Et la maman tenait à ce que j'en parle. Et donc j'en profite pour vous dire, Aïda, maintenant vous avez un nouveau papa aussi qui est là dans cette salle. Et après la cérémonie, je vais vous présenter solennellement mon petit homonyme. C'était par rapport à ça. Alors donc je reviens à cette liste pour ne pas en oublier parce que c'est vrai que parmi les collègues, il y a le professeur Bonis qui est un grand ami. Et aussi il y a les voisins, parce que quand même c'est très important de le souligner, les voisins sont bien présents. J'aperçois monsieur Diallo. Alors, il y a les étudiants massivement présents, ça je l'ai dit. Mais on ne peut pas oublier aussi les PATS, le personnel administratif, technique et de service qui s'est mobilisé pour être là. Et à la tête de cette délégation, j'aimerais particulièrement citer une dame avec laquelle j'entretiens des relations d'amitié. C'est Mme Fabala Boy qui est là, présente depuis les premières heures. Et Fabala Boy, c'est une vieille amie. Alors, à travers cette personne, je veux remercier donc tous les partis qui sont là, mais aussi les étudiants qui sont mobilisés. Ah, il y a le doyen Moussa Samb, mais bon, pour le doyen Moussa Samb, il y a un aspect de mon discours qui le concerne.
Et j'aimerais également dire quelques mots à l'endroit de Cheikh Diallo, qui est le directeur de l'école oratoire, et qui est un vieil ami que j'ai connu depuis le laboratoire d'études juridiques que je coordonnais et qui était tout le temps avec nous et qui a tenu à effectuer le déplacement pour 3 raisons majeures sur lesquelles je ne vais pas en revenir, mais cela me touche beaucoup, chers amis, et merci. Alors, pour la dernière composante, vous savez, on ne peut rien faire dans cette faculté sans les étudiants. Et les étudiants sont massivement présents et je les remercie et tous. Alors, si j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse très sincèrement, c'est parce que c'est le temps qui ne me permet pas de citer tout le monde, mais vous êtes tous dans mon cœur. Alors, ceci étant dit, tiens, vous voyez, et les autorités civiles, il y en a ici des autorités civiles, il y a des autorités militaires, des autorités coutumières comme le doyen Amadou Barodien. Il y a aussi monsieur le directeur de cabinet, parce qu'on m'a signalé sa présence, monsieur Messa Diakhaté, qui représente mon ami le professeur Ismaël Madior Fall, qui est en déplacement avec monsieur le président de la République pour une mission républicaine en Gambie. Mais sinon, il serait là parce que beaucoup de choses me lient et au professeur Ismaël Madior Fall. Je voulais en parler publiquement, mais puisqu'il n'est pas là, monsieur le directeur de cabinet, si vous êtes présent, vous lui renouvelerez toute mon amitié. Et j'allais l'oublier aussi, il y a le collègue Babacar Diakhaté, très discret aussi. Vous voyez, on ne peut pas ne pas parler de Babacar Diakhaté, ne serait-ce que dans l'intervention du doyen Jacob, j'aurais pu avoir un élément de réponse à travers le remarquable travail fait par M. Babacar Diakhaté à propos donc, du contrôle pour le licenciement du délégué du personnel. C'est l'une des raisons pour lesquelles justement je ne suis pas entré dans le fond, parce que j'ai procédé par renvoi, j'ai jugé que ce n'était pas nécessaire, parce que M. Babacar Diakhaté a déjà effectué ce travail. Alors, ceci étant dit, l'autre objet de mon discours ne consistera pas à refaire une conférence, encore moins à refaire une présentation. Et ça, c'est le doyen, mon maître Dembossi, qui m'a appris cela. Donc, étant fidèle à cet enseignement reçu du professeur Dembossi, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse, mais des éléments de réponse qui ne seront pas exhaustifs, à une question qui m'est régulièrement posée. C'est pourquoi écrire ce livre. Alors pourquoi écrire ce livre? À cette question, je vais essayer d'apporter 2 éléments de réponse. D'une part, il y a des raisons lointaines et d'autre part, il y a des raisons immédiates. Et ça, c'est pour respecter la démarche du juriste. D'abord, les raisons lointaines. Vous savez que la littérature juridique africaine était essentiellement tournée vers l'extérieur, en particulier vers le droit français. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous l'empruntons du droit français. Et la preuve, c'est qu'il existe un lien de filiation entre le droit français et les droits des pays africains, donc hérités de la colonisation. Et là, je parle sous le contrôle de monsieur le doyen. Alors, la conséquence de cette situation, c'est quoi? C'est qu'on assistait à un syncrétisme juridique. C'est-à-dire que finalement, on ne savait pas qu'est-ce qui était droit sénégalais, qu'est-ce qui était droit africain. Et moi, ça me posait un véritable problème. Je me suis dit non. Et puisqu'il y a une devise, à savoir qu'il fallait réfléchir par nous-mêmes et pour nous-mêmes en tant qu'Africains. Donc, quand on réfléchit, et c'est l'une des missions de l'enseignant, de mon point de vue, c'est qu'on doit réfléchir par la société et pour la société. Et là, je parle sous le contrôle du grand sociologue ici présent, le professeur Jules Gomis. Et c'est la raison pour laquelle, justement, je passe à la raison immédiate qui m'a conduit
à écrire ce livre-là pour essayer d'apporter une rupture. Alors, pour apporter cette rupture-là, je suis parti sur la base de 2 constats, et peut-être même 3 constats. Il y a d'abord le contexte, ensuite le prétexte, et enfin le texte. Mais rassurez-vous, et pour le texte, je ne vais pas en parler, parce que le doyen Jacob en a beaucoup parlé. Et entrer juste dans les détails, mais nous aurons l'occasion, parce que nous sommes des universitaires, il faut accepter la critique. Nous aurons l'occasion, dans le cadre d'autres forums, scientifiques, de discuter du livre, ou bien de certains aspects du livre. Parce qu'ici, c'est la doctrine. Donc, je n'ai pas revenu sur l'aspect et sur le texte. Mais par contre, pour le contexte. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est que le thème du livre, c'est-à-dire le droit du travail et de la protection sociale, est rattaché à mon domaine d'enseignement et de recherche depuis bientôt une vingtaine d'années. Donc, ça fait quand même longtemps. On sait qu'en matière de droit social, et on l'a rappelé, il y a une littérature juridique abondante, et même de qualité, si vous voulez. Et la référence dans ce domaine, pour nous tous, c'est le professeur Joseph Issa Sayek, qui a écrit la matière de base à laquelle nous continuons à nous référer. Et c'est la raison pour laquelle je dirais que mon ouvrage n'avait pas pour objectif de rompre tous les apports du professeur Issa Sayek. Et ça, je l'ai rappelé dans l'encadré. C'est l'ouvrage de base. C'est parce que j'ai essayé, j'ai cherché à faire du neuf par rapport à ça. À faire du neuf par rapport à quoi? C'est parce qu'on sait qu'il y a les travaux du professeur Joseph Issa Sayek. Il y a les travaux du professeur Jacob lui-même ici, en droit du travail. Il y a les travaux du professeur Moussa Sam, dont je salue la présence. Il y a aussi les travaux du professeur Mme Aminata Sissénian. Et pour ne citer que les pionniers dans ce domaine, parce qu'il y en a d'autres encore, parce qu'il y a la jeune génération, d'autres qui s'intéressent au droit social comme moi, et d'autres collègues comme le professeur Papta Lafal, etc. Dès lors donc, le prétexte était vite trouvé pour explorer donc cette discipline en essayant de présenter cette discipline sous un jour nouveau. Présenter cette discipline sous un jour nouveau, c'était quoi? C'était d'abord essayer de rendre intelligible le droit pour que le droit soit accessible à tout le monde, comme le rappelait le doyen Kandi tout à l'heure. Parce que le droit, ce n'est pas seulement que l'affaire des spécialistes, parce qu'on sait qu'il y a tellement de données ésotériques que si on se limitait à ces données ésotériques, tout le monde ne pourrait pas comprendre et cela n'aurait pas de sens. Et c'est la raison pour laquelle, donc, pour rendre le droit beaucoup plus accessible au public, j'ai essayé donc, de présenter donc, une vision qui est beaucoup plus conforme avec ce qu'on appelle donc le concept université, droit et société. Alors pour ce faire, quel était le challenge? Le challenge, c'était d'apporter une rupture. Parce que, retenez bien cette idée, le syncrétisme juridique. La plupart des ouvrages, et je dirais dans tous les domaines au demeurant, ce n'est pas seulement en droit du travail, c'est dans toutes les disciplines juridiques, sont marquées par ce syncrétisme-là. On a l'habitude de nous référer systématiquement au droit français. J'ai dit qu'il y en a assez. Il y en a assez, et pour cela, il fallait chercher, il fallait puiser sur un appareil doctrinal et un appareil jurisprudentiel essentiellement local, c'est-à-dire sénégalais et africain. Ce qui était un travail extrêmement difficile et cela m'a pris 3 bonnes années pour effectuer cette recherche avec mon équipe. Et vous comprenez aisément les raisons pour lesquelles il n'était pas facile d'accéder à un certain nombre de documents. Mais il fallait aller à l'essentiel et essayer donc de composer avec ce qui est déjà disponible. Et pour le moment, je vous dirais que j'ai eu à discuter avec pas mal de collègues pour leur dire que à chaque fois que j'étais confronté à des difficultés,
mais m'ont dit que non, Alassane, l'essentiel ce n'est pas de dire tout, mais il faut dire l'essentiel. Parce que tant que vous attendez d'avoir tout, vous n'allez jamais écrire. Et c'est ce qui peut-être justifie qu'on n'ait pas pu trouver un certain nombre donc, de documents précieux qui auraient pu ajouter à la plus-value donc, de cet ouvrage. Et donc, après avoir mené ce travail avec mon équipe, j'en suis arrivé à un certain nombre de résultats, à un certain nombre de conclusions, si vous voulez. Et d'abord, j'ai noté que le travail en équipe est peut-être très utile pour les scientifiques. Dans la mesure où, comme vous le savez, et ça ce sont des recommandations que je me réfère à la jeune génération surtout, et quand on travaille seul, on se trompe seul. Alors que quand on travaille en équipe, on va pas dire qu'on ne va pas se tromper, mais on se trompe rarement, parce qu'il est rare que tout le monde se trompe en même temps. Et donc, à travers ma petite expérience, j'ai compris que c'était une question essentielle. Également, et c'est un aide que je me réfère à cette nouvelle génération de juristes, pour le dire que moi j'ai exploré le champ du droit social. Mais comme je l'ai dit, il y a pas mal d'autres champs qui sont caractérisés par ce syncrétisme juridique. Et je pense que le moment est venu, justement, d'essayer de trouver, de produire des œuvres scientifiques où on ne retrouve que la doctrine et la jurisprudence sénégalaise, voire africaine. Et donc, comme vous le constatez, j'ai conscience que je n'ai pas produit une œuvre parfaite. La preuve, c'est que malgré tous les soins qui ont été apportés par mon équipe particulièrement dynamique, même après relecture, je me suis rendu qu'il y a encore des retouches à faire après l'impression du texte. C'est donc dire encore une fois qu'il ne s'agit pas de tout dire, mais plutôt de dire l'essentiel. Mais comme vous le savez, et M. le doyen l'a rappelé, en matière de production scientifique, il existe fort heureusement une possibilité de rattrapage avec de nouvelles éditions. Voilà ce que je tenais à dire du fond du cœur. Je vous embrasse tous et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, cher Alassane. Comme le doyen le doyen Ndiaye s'était permis de t'appeler par ton prénom. Bien sûr. Je pense que même si la circonstance pourrait se prêter au vouvoiement, il n'est pas exagéré de pouvoir te tutoyer en ayant conscience qu'en le faisant, on parle à l'ami. Tout à fait. Il y a, et le professeur Alassane Kanté y a fait allusion, la présence parmi nous d'un représentant de la famille. Je ne sais pas s'il faut parler des familles, parce qu'apparemment, il y a les Sall, les Faye, les Nyan, les Diawara, les Sow, les Kangi, les Tunkara, les Si, bref, j'en oublie, les Guen, bref, tout le monde. Mais je pense que nous allons passer la parole à M. Kunta, son prénom, Mohamed Kunta, qui va parler au nom de tout le monde. Vous pouvez le faire en langue nationale, voilà, si vous le préférez, parce que c'est beaucoup plus à même de traduire en représentant tout le monde le sentiment de la famille, de toute la famille. Je ne dois pas dire de toutes les familles, de toute la famille. Merci de la parole, monsieur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu nuyoo ci ñu bari la jóge jëm ci ñu bari jóge ci ay nit ñu am maana jëmaatit ci ay nit ñu am maana waaye ñu gàttal ko dañu wax ne nuyoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ko yàlla invité bëgg koo jox mission bi mu war a dox moom lu ñu yonente woon ak moom tey wóoru na ne siècle bi ñu ne su yonent bi ëndiwul woon ñu ne boobu ñun dinañu aajowoo beneen prophète bu ñu ñëw pour ëndi ñu ko parce que yéen ma ne lañu soxla ak darja ak jàmm réew ñoo xam ni waxuma àddina mais suñu Sénégal gii nga xam ni kenn xàmmeewu fi kii diine bii la ne ak diine bii la ne koo tasee ci nuyoo bu ne leen ñëw bu ñu selleloon xol yi kenn ku ne di ko ñaanal moroom ñu mat 15 millions yàlla nangu ko li ñuy dégg ci ginnaaw Sénégal yépp bu leen wañu nelaw dara bu fi def moo war fi indi ngërëm am lu ma fi représenté am lu ma fi war a wax amit lu ma door parce que arab yi dañoo xam alxaalu naate waaye mu jafe lool pour ñu comprendre ni jafe na la daloon rek waaja egg si ci kër gi dañ ko kaay ay mënu baax na ñu wax ko mënu suur naa de ñu ne ko lu tax mu ne dañ maa jox fee palaat si tuuti ma nekk ci lu bëree ñu laaj ko pour di ko leer mooy temps bu ndaw te bëgg cee wax bu bëri mënul ne loolu dañ improviser comme yéen moo ko leeral moom moo wax ni ñu ngi laaj ko ñu ne ko boo bëggee def benn conférence boo xam ne day am 3 heures de temps ci ban temps nga koy préparé mu ni dinaa ko préparé ci une semaine ñu ne ko su fekkee nag 1 heure de temps lay am mu ne dinaa ko préparé ci benn jour ñu ne ko conférence bi bu dee doon bu fekkee doon léegi dafay nekk 15 minutes mu ne loolu dina jël 1 mois pour mu préparer parce que wax lu gàtt lu am maanu dafa jafe kon gërëm li ci li ma koy tënk mooy ñi nga xam ni ñoo ko liggéey Alassane Kanté bu fekkee dañ koy misaal dafa mel ni benn voyage lay dem voyage bi muy dem dafa am ñu ko waajal te mooy famille mu am ñu ko gunge te mooy famille soxnaam bi mu yeggee mu am ñu ko teeru mooy université doo ko teeru comme du ñu wax ni Alassane Afrique la dëkk mais li ñu wax ni doomu africain li ñu bëgg ci moom mooy mu jariñ Afrique yëpp ba jariñ àddina bi yëpp ci yoon woowu la nekk yéen ñi nga xam ne yéen a koy jàppale di ko dimbale ak moom nii su fekkoon ne ni benn match la moo xamante ni dañ koo football ba pare ñu jël ñu coupe bi mais lu mel ni équipe soxla nañu ci moom benn gañaare dañoo bëgg toujours muy gañ ñoo ngi leen di gërëm di ko gërëm di gërëm famille kër ndeyam famille kër baayam famille soxnaam am na loo xam ne ku ko liggéey ngërëm lépp mën nañ koo tënk rek jox ko sa sox parce que liggéeyu xel la ak dal di gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a ko jàppale te ki ci jiitu di saw mag di kànji nooy ñu bokk dëkk Njaasaan keneen ki ci topp
di Jacob mi nga xam ni maa ngi moom ñoo bokk baay ca Thiès ak yow doyen bu baax bii ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci salle bi ak ñu waroon ñëw te ñëwuñu ñoo ngi bokk di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Après la famille va gérer quoi. Ouais, d'accord. Non, après c'est des dédicaces quoi. Mais là c'est des dédicaces. Oui, des dédicaces. Bien, je voudrais inviter, non sans remercier tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage du professeur Alassane Kanté, en disant à chacun merci d'être venu, en commençant par Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je crois qu'au-delà des liens qui vous unissent à M. Kanté, en venant ici, vous nous avez honorés de votre présence et de la présence de l'institution que vous représentez, l'Assemblée nationale. Je voudrais remercier le doyen Kandji, remercier tous les collègues, tous ceux qui sont venus à quelque titre que ce soit pour participer à cette cérémonie qui est une belle cérémonie puisque c'est la fête de l'esprit, même si en l'occurrence nous n'avons pas à vous offrir un cocktail comme les Sérères s'y attendent certainement. C'est une belle cérémonie. Nous célébrons avec le professeur Kanté quelque chose qui, pour l'universitaire qu'il est, compte dans la vie de tout chercheur, produire du savoir. Produire du savoir pour la génération actuelle, mais aussi la génération future. C'est cela, entre autres, qui nous distingue peut-être des autres qui, dans leur spécialité ou dans leur domaine, ne sont pas forcément astreints à ce travail de production et de diffusion du savoir. Alors, il ne reste plus qu'à vous souhaiter à tous un bon retour chez vous. Et pour ceux qui ont acheté le livre, je voudrais leur demander de se rapprocher du professeur Kanté pour la dédicace. Voilà, merci bien, la séance est levée.